va enrichir encore un peu, puisque avant d'échanger avec Aude Mermilio et Juliette Boutan, on va faire une petite introduction sur l'exposition Libre qui est juste à côté. Donc je vous conseille vivement d'aller voir, d'aller lire aussi, puisque c'est donc une expo dont on va laisser parler les deux co-commissaires de l'expo, Aline et Lunatine. Et donc c'est une expo dans laquelle sont présentées les œuvres et des planches donc, des deux autrices qui sont avec nous. Je vous donne la parole, je laisse la parole. On va vous donner un micro, ça sera plus simple. Ouais, ça sera plus simple pour parler aussi. Ouais. Donc voilà, bonjour. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition ou si vous allez le faire, parce que vous venez peut-être juste d'arriver. L'exposition Libre, vous allez le voir, se démarque un peu par rapport à d'autres expositions, notamment parce qu'il n'y a pas d'originaux. Le but de l'exposition pour Lunatine et moi était bien d'aborder un thème et non pas forcément de faire de la monstration d'originaux, mais bien plutôt de collecter plein d'ouvrages autour donc, de la condition et de la place de la femme dans la société, plutôt donc basé sur le XXIe siècle et en France. On s'est un petit peu fait entraîner, on va dire, quand on a commencé l'exposition. On ne pensait pas aller forcément si loin dans la réflexion. Et quand on a cherché quels ouvrages pourraient nous aider à faire une exposition sur le thème des femmes, on s'est rendu compte qu'en fait, la production artistique et de BD autour du thème était encore plus riche que ce qu'on pensait. Et on a découvert vraiment des auteurs et des autrices qui étaient vraiment ancrés dans une problématique actuelle et qui allaient très loin dans leur liberté de ton et de commentaires, peut-être d'ailleurs comme rarement on le voit. Avec des bandes dessinées qui permettent à la fois par le dessin et par le texte de dire des choses, de faire comprendre des choses, autant peut-être à des adultes qu'à des gens plus jeunes, et d'aborder justement des choses aussi complexes et délicates parfois que les violences gynécologiques, les violences de rue ou l'IVG donc avec l'œuvre d'Aude Mermilio. Et on a trouvé ça tellement bien qu'on s'est fait vraiment entraîner et qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on pensait dans les commentaires. Ce qui était un peu osé parce que faire une exposition comme ça dans un festival BD, au début, on ne pensait pas forcément. Et on a eu la grande chance d'avoir la permission, on va dire, et l'opportunité de le faire. Et on en est vraiment très, très fiers. Et on espère voilà, que cette exposition vous plaira. Et là, je vais laisser la parole à ces deux autrices merveilleuses qui ont fait des albums vraiment qu'on vous conseille et qui sont pour nous, je pense, vraiment d'utilité, voilà, d'utilité publique, on va dire. Et je les remercie d'avoir fait de si beaux ouvrages essentiels. Voilà. Je ne sais pas si Lunatine peut être... Donc Lunatine, non. Donc c'est toi qui t'es occupé de la partie mise en scène, scénographie, graphique. Voilà. Parce qu'il y a effectivement une scénographie qui est très cohérente, qui permet justement d'associer et de redonner un lien entre des thématiques et des œuvres qui sont en soi assez différentes, ce qui est d'ailleurs le cas de vos deux albums, puisque Aude Mermilio, donc, qui avait sorti déjà un magnifique et très émouvant album largement autobiographique, hein. Il fallait que je vous le dise, donc autour de l'avortement, une première rencontre avec Martin Winkler, et là, elle vient de sortir, l'album est sorti tout récemment, hein. Il est sorti il y a 1 mois et demi. Voilà, qui est en fait une adaptation d'un roman de Martin Winkler, pardon. Et donc Juliette Boutan, là c'est son premier album, mais vous dessinez déjà beaucoup sur Internet dans le cadre donc de ce projet Crocodile. Donc projet Crocodile, on en a quand même pas mal parlé déjà, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est un projet qui a été lancé sur Internet par Thomas Mathieu en 2013, me semble-t-il. Et au départ, c'était pour évoquer le harcèlement de rue. Et il a commencé à donc recueillir des témoignages comme ça. C'était donc avant MeToo, avant Balancement Port et tout. C'était un peu un truc précurseur qui a pris pas mal d'ampleur.
Depuis, donc, il y a eu tous ces mouvements-là. Il y a eu aussi les mesures annoncées par Marlène Schiappa, justement, contre le harcèlement de rue. Et donc, il y a un deuxième tome qui est plus large. Et donc, là, un deuxième tome dans lequel qui est largement réalisé par des planches donc, de Juliette. Alors, justement, comment est-ce que toi, tu es venu sur ce projet? Il faut qu'on reprenne le micro. Alors, merci Aline et Lunatine. En fait, je sortais de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême et Thomas Mathieu, que je connaissais d'une amie qui a vu mon travail sur Internet et qui savait que je dessinais rapidement. Et du coup, qui m'a dit, il y a ce Tumblr, je me sens pas légitime de continuer de le dessiner vu que je ne suis pas une femme. Est-ce que tu accepterais de prendre la suite? Et j'ai dit d'accord, sans peut-être un peu réaliser que c'était énormément de lecteurs et de lectrices et d'histoires et de témoignages en fait véritables d'agressions en tout genre. Et du coup, voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'aventure. Parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est donc des planches, des histoires courtes qui sont inspirées de témoignages qui sont recueillis donc, sur le site. En fait. Oui, on a fait un appel à témoignages sur Internet sur plusieurs sujets et on a reçu beaucoup d'histoires, énormément en fait, sur... en fait, pas que le harcèlement de rue, et c'est pour ça que j'ai aussi ouvert le livre sur d'autres sujets qui me travaillaient beaucoup. Par exemple, les violences policières que peuvent subir des femmes quand on veut porter plainte, par exemple. Comment est-ce qu'on est reçu? Pourquoi est-ce qu'on est mal reçu? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable après avoir porté plainte? Et puis la sexualité, comment ça se passe au travail, les violences obstétricales. C'est ça. Alors comment est-ce que vous travaillez à partir des témoignages pour arriver ensuite à vous mêlez plusieurs témoignages, vous basez sur un seul témoignage que vous développez? En fait, comme il y a énormément d'histoires à lire, donc on a une boîte mail et je vais lire les témoignages et ensuite je vais voir s'il n'y a pas de doublons, parce que comme c'est des histoires de sexisme et des témoignages d'agression sexuelle, il y a énormément d'histoires qui vont se répéter. Et du coup, c'est de savoir si elles n'ont pas déjà été traitées sur le Tumblr. Et ensuite, parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'écrire des histoires, donc de savoir si elles vont être adaptables ou pas en bande dessinée, en fait. Et puis, est-ce qu'il y a des images qui vont sortir, qui vont être fortes? Comment aussi respecter le témoignage initial, parce qu'en fait, c'est quand même des histoires qui sont... ça dépend en fait des gens qui vont témoigner, mais la plupart du temps, j'essaie vraiment d'être très fidèle au ton employé par la personne qui va témoigner. Et parfois, c'est un ton humoristique, alors j'essaye un peu de rester dessus. Et puis parfois, c'est pas du tout... Enfin, c'est très grave, et du coup, j'essaye de respecter une certaine pudeur aussi de ces histoires-là, quoi. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, je ne sais pas si on peut voir des planches peut-être, c'est qu'il y a un parti pris donc, depuis le premier, en fait, graphique, qui est... c'est dans l'autre sens, je pense. Hop. Oui, voilà, le parti pris graphique, donc, c'est des histoires qui sont dans un dessin. Alors là, on est sur une des planches, c'est de... là, ça doit être Thomas, et là, c'est vous. Voilà. Donc, c'est deux styles différents. Thomas, c'est un peu plus rond, et quelque part, ça tend plus vers un côté un peu plus humoristique dans le trait. Vous, je trouve qu'il y a un côté, il y a une espèce de fragilité, de dureté à la fois qui donne encore plus, je trouve que c'est encore plus émouvant quelque part ces récits-là. Mais donc le principe, vous allez peut-être nous en expliquer parce que c'est pas forcément toujours bien compris, c'est qu'en fait, donc c'est du noir et blanc et les hommes sont en vert, c'est des crocodiles verts. Hein, on comprend le principe du crocodile, le prédateur et autres. Alors, parfois un reproche ou moi ce que j'ai lu aussi, c'est oui, mais bon, tous les hommes sont pas comme ça. Oui, c'est vrai, mais on le sait pas.
Et dans la vie, quand on est dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui demande l'heure, on ne sait pas si c'est pour demander l'heure ou si c'est pour nous traiter de connasses. Donc on ne sait pas en fait. Et c'est pour ça que même en fait, les gens qui sont proches de nous, on ne sait pas. Voilà, enfin, on ne sait pas qui s'adresse à nous. On est dans notre tête. Et donc c'est pour ça que tous les hommes sont des crocodiles dans mon livre. Même celui qui fait rien. Celui qui fait rien aussi, qui a une responsabilité à faire quelque chose parfois. Quand on est dans la rue et qu'on voit quelqu'un se faire agresser, peut-être qu'on peut prendre la parole, sans se mettre en danger, évidemment, c'est pas ça qu'on demande, mais on a tous une responsabilité. Et effectivement, tous les hommes sont en crocodile dans ce livre, parce qu'en fait, on peut pas deviner quelles sont les intentions des gens. Et quand on... Voilà, c'est tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu une petite discussion avant où moi, il y avait une planche, si on peut revoir la planche. Voilà, cette planche-là, où là, je ne comprenais pas, parce que là, en fait, c'est dans le cadre du rapport avec la police. On reviendra après sur les différentes thématiques et la manière dont ça avance. Mais là, dans cette planche-là, c'est une femme qui se fait effectivement harceler, qui appelle la police. La police vient, et pour le coup, quand on lit la planche, l'attitude de ces policiers-là est tout à fait respectable, irréprochable, voilà quoi. Et on se dit, mais bon, eux, pourquoi ils sont en vert? Voilà, donc oui. là, tu as... Et là, j'ai dit, mais en fait, ils sont respectables là, mais on ne sait pas s'ils vont être respectables après ou avant. On ne sait pas. C'est ça. Et donc, en fait, voilà. Donc, il faut bien se dire que là, c'est le point de vue de la personne qui, elle, est humanisée et qui est en blanc, qui doit... C'est aussi pour ça que c'est qu'en fait, la personne qui témoigne, on a envie... Enfin, moi, j'avais envie que ce soit elle, le personnage principal, et qu'on s'identifie, en fait, à ces femmes-là. Et je sais que c'est... Enfin, en fait, c'est à elle que je demande aux lecteurs, aux lectrices et aux lecteurs aussi de s'identifier aux personnages, à ces femmes, en fait, qui témoignent. Mais, si je me permets. Mais bien sûr, allez-y. En fait, ça représente un système oppressif et c'est un outil graphique pour parler d'un système oppressif. Donc, not all men, ok, c'est bon. Mais en fait, on va pas le redire toutes les pages. Donc, ok, oui, pas tous. Mais en fait, là, vu que... Enfin, moi, à chaque fois, je fais le parallèle avec le racisme, où je me dis, mais moi, femme blanche, c'est ok qu'on me dise qu'il y a du racisme et je vais pas dire oui, mais moi non. Enfin, c'est absurde. Donc, du coup, oui, ça représente un système, puis ça fait mal à certains, mais c'est comme ça, quoi. Voilà, tout à fait. Et alors, mais ça, on le voit bien dans une des premières planches, qui doit être celle-là. À l'envers, c'est difficile. Attendez, hop. C'est celle d'après, voilà. Alors, le début, je ne vais pas dire que ça commence de manière drôle, mais c'est vrai que c'est tellement absurde parce que la première histoire... c'est en fait un mec qui est quand même bien lourd, qui en fait drague avec son fils de 3 ans. Donc déjà, là, mais bon, ça commence très fort par certains côtés, mais on est tellement dans l'absurde, on se dit, voilà. Et l'histoire d'après, qui est à peu près encore plus absurde, enfin encore plus absurde, mais qui commence à devenir un peu plus effrayante, effrayante, pardon. Là, c'est carrément un autre père, en fait, qui commence voilà, on a la planche, j'ai du mal à cadrer, voilà, qui, voilà, on a tout au début, là, un petit garçon tout gentil qui vient tendre un flyer à une femme qui est un peu surprise qu'un gamin de 5 ans ou 10 ans vienne lui tendre un flyer, pardon. Ah, je peux retourner, voilà, ce sera plus simple. Lui tendre un flyer, et puis après, on s'aperçoit que le petit garçon, il dit vous avez un beau cul. Et là, on voit la transformation, effectivement, du personnage du gamin qui, au début, est humanisé et blanc, on va dire, enfin blanc, sans couleur, et qui, là, va effectivement devenir aussi un petit crocodile, quoi. Voilà, donc là, on comprend bien, effectivement, la transition. Alors, justement, je disais que ça commence, pas de manière drôle, mais... un peu, on va dire un peu légère encore, complètement conne, mais légère. Mais alors plus ça va, plus ça devient lourd. Est-ce que c'était une volonté d'aller Non. comme ça? Non, en fait, d'ailleurs, ça a été beaucoup, on me l'a beaucoup dit. Lire ce livre en entier d'un coup, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pensais pas, enfin... En fait, on termine le livre avec un chapitre qui m'a beaucoup touchée. C'était le chapitre des violences obstétricales et gynécologiques. Et
autant la police, toutes ces injustices et tout ce chapitre-là, ça m'évoque un sentiment de colère et d'injustice et de fureur, etc. Par contre, les gynécologues et les médecins qui meurtrissent le corps des femmes, ça me glace le sang en fait. Et c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs vachement... j'ai beaucoup délégué certaines histoires d'accouchement à mon co-auteur où en fait j'ai dit cette histoire je peux pas, c'est trop dur pour moi et en fait on termine le livre sur cette histoire là mais pourtant cette histoire là des femmes plus âgées m'ont dit non mais moi j'ai eu 4 enfants, ça s'est passé comme ça pour 3 d'entre eux, c'est normal, normal, mais en fait elle le disait, elle en parlait comme ça, donc en fait c'est violent, mais en fait c'est très banalisé et c'est très et en même temps je me voyais pas faire un appel à projet de quand ça se passe bien parce que non, ça n'existe pas. Donc oui, c'est dur et peut-être il faut faire des pauses, mais clairement c'était pas je pensais pas que ça allait être aussi dur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très... Alors là, par exemple, effectivement, la séquence où on voit un médecin ou une sage-femme, peut-être à califourchon sur le corps de la parturiente, et on se dit c'est hallucinant, quoi. On se croirait au Moyen-Âge. Et là, c'est vrai que ça fait un lien avec l'album d'Aude. Youpi. Puisque là, on est effectivement aussi dans l'univers de la gynécologie. Donc là, c'est l'adaptation du roman. J'avoue, j'ai pas lu le roman, donc j'ai trouvé l'adaptation. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé le récit assez brillant dans la manière dont les différents registres qui s'interpénètrent entre. Il y a une histoire un peu romanesque à la fin. Il y a une double rencontre. Il y a la partie donc avec ce médecin, la découverte du médecin. Il y a aussi des cas de témoignages de femmes, etc. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une adaptation fidèle du roman. Si. Ouais. Moi, j'ai allégé la fin parce qu'il y avait des problèmes de pagination aussi où il fait quand même déjà 250 pages, donc voilà. Mais après, sur le choix des patientes mises en exergue, moi, j'ai vraiment essayé de mettre mon affect personnel le plus loin possible, même si ça reste subjectif, évidemment, mais de vraiment choisir des patientes qui représentaient des archétypes de problématiques. Donc vraiment l'IVG, c'était important qu'il y en ait, la contraception, le viol, le désir d'enfant, le non-désir d'enfant, l'intersexualité, etc. Donc il fallait un peu garder l'essence de ce texte qui, en fait, ce roman, il est né, du coup je le raconte dans le bouquin précédent, donc c'est marrant parce que c'est un peu la genèse du suivant finalement. Mais Martin Winkler, il a passé donc 25 ans en centre de planification à travailler avec des femmes, et en fait, c'est ses patientes qui ont vraiment réappris son métier et ses collègues femmes. Et il s'est dit à la fin de ses années de médecin que ce savoir qu'il avait acquis grâce à toutes ces femmes allait se perdre parce qu'il avait eu très peu d'étudiantes et d'étudiants. Et quand il a eu une bourse à la création au Québec, il a décidé de ne pas faire un essai médical destiné aux soignants, mais de faire vraiment un récit pour le grand public, où il allait redéfinir le soin comme ce que lui avait appris. Et donc voilà, donc vraiment destiné principalement aux patientes. Et souvent, on a tendance à penser, quand on a lu le bouquin et qu'on connaît un peu Martin Winkler, que son alter ego, c'est Franz Karma, alors qu'en fait, pas du tout. Lui, il se voit beaucoup plus en Jean, et il voit plus Yvonne Lagneau, qui était une infirmière avec qui il bossait, comme Franz Karma, parce que lui, en fait, c'est vraiment Jean qui débarque avec tout son savoir d'étudiante en médecine, ses certitudes, et qui, en fait, va se prendre le mur, quoi. C'est ça. Voilà. Alors oui, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas lu, comme moi, le roman, et qui n'auraient pas encore lu, pas comme moi cette fois-ci, l'adaptation, Jean, c'est effectivement une jeune interne qui est en 5e année, qui veut se destiner vers la chirurgie gynécologique et qui doit faire un stage dans un service dans un centre de planification. Dans un centre de planification. Ça l'enthousiasme pas du tout. Non. Elle y va vraiment en reculons. En plus, elle a elle a eu des échos un peu bizarres de ce
professeur Karma, qui lui apparaît au départ comme une espèce d'ours, voilà, et donc elle y va vraiment en reculons. Et lui, c'est aussi une personnalité assez atypique, alors qui, à l'inverse, par contre, au début du roman, du livre des gynécologues qu'on voit dans le bouquin Crocodile, hein, puisque lui, il a vraiment une démarche très bienveillante, très empathique, d'écoute. Et progressivement, donc Jean va comprendre ce qui se passe et va plus ou moins adhérer. Hein. En fait, elle va être, au départ, elle est hyper en résistance parce que comme il remet en doute ce qu'elle a reçu comme enseignement et qu'en France, on a vraiment tendance à se dire mon enseignement que j'ai reçu, c'est le bon savoir, c'est le juste savoir, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc notamment en France, il y a plein de médecins qui ne lisent pas de revues médicales qui viennent d'autres pays. Donc le savoir est vraiment huis clos comme ça. Il y a une résistance, d'autant plus quand elle se rend compte qu'elle est agressante, parce qu'on n'a pas du tout envie de se dire qu'on est agressant. Et comme on n'a pas envie de se dire victime, donc ce que tu disais par rapport aux patientes qui disent non mais ça va, moi je l'ai vécu 3 fois, on m'a explosé le ventre et c'est pas grave, c'est le médecin. C'est vraiment c'est le premier pas à faire, mais qui est hyper dur, c'est de se dire en fait je suis victime d'un système auquel j'adhère, donc quelque part j'y participe. Et en fait il y a beaucoup de gens, principalement aussi d'une génération précédente, qui ont besoin que ce soit sûr que non mais ça va, c'est le médecin, alors c'est ok. Et si on remet ça en doute, il y a un truc qui s'effondre. Et ils n'ont pas envie que ça s'effondre. Parce que ça veut dire que sinon, tu vas repenser à tes 30 années de patiente en te disant non, mais en fait, c'était horrible du début à la fin. Et donc voilà, donc elle se prend ça. Bon, alors elle se prend ça en une semaine, donc c'est vraiment à vitesse grand V. Mais il y a une scène qui est vraiment la scène de bascule. Où elle a, d'ailleurs, c'est ouvert dessus, c'est sur cette femme-là, qui est donc une femme de 48 ans qui veut se faire enlever son stérilet parce qu'elle veut potentiellement avoir un enfant avec un homme qui est plus jeune qu'elle. Et en fait, plus tôt dans le roman, Jean fait des examens gynécologiques et il y a une pince où peut-être toutes les femmes ici, nous y avons eu droit à un moment, qui s'appelle la pince de Pozzi et qui est une pince qui immobilise le col de l'utérus. Et on imagine un petit croc de boucher, là, puis ça fait mal. Étonnamment, ça fait mal. Et en fait, c'est pas utile. C'est tout à fait possible, en prenant plus de temps, de se passer de cette pince-là. Et le docteur Karma lui explique le geste de comment faire pour ne pas utiliser ce truc-là. Et quand il y a cette femme qui arrive et qui a une demande auquel elle n'adhère pas elle-même personnellement dans sa petite vie à elle, à savoir 48 ans, avoir un enfant, non, et ben elle prend la pince. Et en fait, ça la met... Alors lui, il lui retire des mains. Et ensuite, il lui dit, mais pourquoi vous êtes violente avec cette patiente quand la patiente n'est plus là. Et elle, en fait, elle se rend compte à ce moment-là que, voilà, la page d'après, je crois. Oui, oui, voilà. Non, pour lui faire mal, la nana. Et elle lui dit, ce que vous me dites, c'est que je suis une vraie salope. Et c'est ça. Et en fait, c'est vraiment le moment où elle est dans sa résistance absolue de, non, mais en fait, là, je ne peux pas contourner le fait qu'effectivement, j'ai utilisé mon pouvoir et mes opinions personnelles pour faire mal à quelqu'un, parce qu'en fait, je peux le faire, et que c'est possible, en fait. Et que cette personne, elle est vulnérable, et moi, je ne le suis pas. Et du coup, ça, c'est une espèce de prise de conscience des soignants qui est hyper dure. Parce que oui, en fait, ils sont en position de pouvoir, parce que dans notre société, il y a un rapport de supériorité-infériorité entre patients, entre soignants et soignés. Et que pour casser ça, ce matin, j'ai vu une étudiante en médecine qui est venue me voir, et ils n'arrivent pas comme ça, les étudiants, ils se disent pas « ouais, super, je vais devenir agressant ». Mais en fait, c'est que pendant 10 ans, ils sont eux-mêmes victimes d'études agressantes où, comme ils apprennent par l'exemple et qu'ils voient des mentors qui sont eux-mêmes agressants, faut vraiment faire un boulot personnel pour se dire moi, je veux être autrement et je veux inventer autre chose comme soi. Et c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette énergie, quoi. Et alors, dans le même ordre d'idées, d'une autre manière d'aborder les examens, il y a aussi l'auscultation, donc traditionnelle sur les étriers, etc. Et donc Karma a une autre méthode où la femme est sur le côté. Donc ça, c'est vrai, c'est des choses. Ah oui, c'est vrai. Sauf que c'est pas vrai en France. Voilà. La position à l'anglaise, qui est donc en chien de fusil sur le côté, qui nécessite de prendre un peu plus de temps, n'est pas pratiquée. Et en fait, nous-mêmes, on tombe de notre chaise. Alors après, la position gynécologique standard, elle a été instaurée sous je ne sais plus quel roi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui voulait voir un accouchement se passer. C'était un de ses fantasmes. Il y avait pas un truc comme ça. Je sais un kink. En tout cas, il voulait voir, quoi. Oui, voilà. Non, mais c'est...
Et en fait, si on y réfléchit, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas la péridurale, hein, donc voilà, c'est la position la plus stupide pour accoucher, parce que personne n'a envie de faire des abdos comme ça. Dans le reste du monde, les femmes accouchent à quatre pattes, accroupies, debout, mais pas allongées, parce que juste la gravité, ça marche pas. Et c'est vraiment fait, tout ça est fait pour le confort du médecin, parce qu'il a besoin d'être assis sur un tabouret et de ne pas bouger. Et donc voilà, et donc c'est vrai que de remettre ça en question aussi, nous, on a l'impression de réinventer la roue, alors qu'il y a des pays qui pratiquent la position à l'anglaise et qui se posent pas la question. Ouais. Et ça, d'ailleurs, elle le dit, dans le roman, dans l'album, elle le dit qu'à un moment, elle l'avoue, elle dit oui, c'est parce que c'est plus simple, c'est plus facile, ouais, tout à fait. C'est plus simple pour le médecin. Oui, donc en fait, elle s'entend, dans tout le bouquin, elle s'entend penser et elle se questionne de ce qu'elle a complètement acquis, quoi. Et alors, effectivement, au niveau de la forme, il y a, on l'avait montré tout à l'heure, ponctuellement, à la fin de chaque épisode, d'une bonne partie au début, il y a effectivement une double page où on voit la patiente et qui témoigne. Ouais. Donc pourquoi ce choix de... En fait, donc c'est un récit qui est extrêmement chapitré, Le cœur des femmes. Il y a beaucoup de chansons, il y a aussi plein d'autres choses que j'ai dû enlever malheureusement. Et il y a certaines patientes comme ça qui sont mises en exergue et qui ont vraiment un monologue. D'où, je pense, le titre aussi, Le cœur des femmes. Et alors là, Juliette, toi tu sais, dessiner une conversation, c'est très chiant. Parce que ça fait tête 1, tête 2, tête 1, tête 2, enfin voilà. Et dessiner quelqu'un qui pense un monologue, c'est très chiant aussi. J'aurais dû dessiner plein de fois cette tête, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, vu que l'idée c'est vraiment de leur donner de l'espace et de la légitimité, autant le faire carrément, donc faire un portrait pleine page où elles sont toutes sur le même tabouret à chaque fois, voilà, ça bouge pas, et assumer le texte ordi, parce que ça fait aussi un rappel du fait que c'est un roman et assumer le côté romanesque, quoi. C'est ça. Et ça participe aussi au côté témoignage, quoi. Il y a d'autres principes comme ça graphiques où il y a, je n'ai pas noté suffisamment les pages, voilà, où il y a des cadrages très serrés qui justement aussi redonnent ce côté de témoignage successif de... Oui, ça c'est vraiment, moi à chaque fois je prends pas la paternité de ces choix-là parce que je suis vraiment partie du texte où il fait des énumérations de formes de corps, de parties de corps qu'il voit. Et alors j'ai fait un petit mix avec son bouquin suivant qui s'appelle L'école des soignantes, qui est la suite, qui est super, où il dit je suis celle, je suis celle, je suis celle, et il fait des énumérations de types de femmes. Et donc j'ai aussi utilisé ça dans celui-ci. Donc voilà, et c'est vrai que c'est important pour Martin Winkler, comme pour moi, de montrer une pluralité de femmes. Et il y a une double page dont on m'a pas mal parlé, sur celle où elle répond au forum. Je pense que c'est autour du dimanche. C'est une double page comme ça, une grande double page. Oui. Je pense qu'on n'est pas loin, ça doit être ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment encore pousser un petit peu plus loin l'altérité, parce que là, ici, on est quand même que des... Alors bon, ok, on est des femmes, ok, on n'est pas des femmes blanches, mais on a quand même, la plupart... on fait partie d'une quand même couche de société où on a accès à Internet, on a un ordinateur, on sait lire le français. Donc on a quand même un accès aux soins pas trop nul. On sait aller chez le médecin, etc. Alors que c'est vrai qu'il y a plein de femmes auxquelles on ne pense pas, qui n'ont pas accès à ça, qui ne savent pas se servir d'ordi, qui n'ont pas Internet, qui ne parlent pas le français, et qui du coup vont rester toutes seules chez elles avec des symptômes qu'elles ne comprennent pas, et qui ne vont pas avoir même le sentiment de légitimité d'aller poser des questions. Donc il met ça aussi en scène, de montrer qu'il y a aussi des couches de la société qui sont beaucoup, beaucoup moins privilégiées et qui vont rester avec des questions et des non-diagnostics qui peuvent mener à des cancers qui vont les tuer, tout simplement parce qu'aller chez le médecin, c'est hyper dur. Donc voilà. Ouais. Il y a notamment parmi celles-là, mais il y a aussi un personnage intersexe là, d'origine maghrébine. Ah oui, non. Oui, non, René, oui, c'est ça. Qui voilà, on est tout à fait dans ce cadre-là. Alors c'est vrai qu'avec Martin Winkler, il était déjà présent dans l'album précédent. Racontez peut-être comment s'est fait cette rencontre et pourquoi vous avez voulu poursuivre. En fait, donc moi j'ai avorté quand j'avais 24 ans. Et on m'a offert Le cœur des femmes. Enfin,
J'ai une amie, vraiment la semaine où je sais que je suis enceinte, je dois aller avorter, donc ce moment-là, qui m'a passé le cœur des femmes. Donc je ne l'ai pas lu en une semaine au complet parce qu'il fait quand même 700 pages, mais j'ai commencé. Et évidemment, comme à peu près toutes les lectrices du cœur des femmes, la claque qu'on se prend, c'est de voir le canyon entre les soins qui seraient possibles et les soins qu'on reçoit. Donc c'est ça souvent la claque de tout le monde. Moi, la scène à la première lecture où je me suis dit « Oh bah non, ça va quand même », exactement comme Jean, c'est quand il dit « Quand une ado vient demander une contraception, on n'a pas à lui demander si elle est sexuellement active ou pas ». Et là, je pense qu'à peu près toutes mes copines l'ont eu, la question, quand elles ont été chercher la pilule. Et on ne s'est jamais dit que c'était peut-être pas normal ou que c'était peut-être juste pas utile au diagnostic, quoi. Voilà. Et du coup, quand j'ai eu envie de faire Il fallait que je vous le dise, je me suis souvenu que j'avais déjà écrit une fois ou deux à Martin Winkler, mais comme patiente, vraiment, parce qu'il met son adresse mail à la fin de tous ses bouquins, donc c'est pas compliqué de le joindre, et qu'il avait répondu hyper gentiment. Et je savais qu'il aimait la BD, qu'il avait scénarisé de la BD pour Spirou, et que c'est un fan de pop culture de toute façon. Donc, comme je vivais à Montréal, et lui aussi, je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'il écrive une annexe avec un point de vue médical sur ce qui m'était arrivé à moi. Mais en fait, au fur et à mesure de nos discussions, il m'a raconté des parties de sa vie qu'il n'avait pas mises dans des romans, donc qui allaient se perdre, parce que franchement, les annexes, moi, personnellement, je ne les lis pas. Voilà. Donc je me suis dit, c'est con, ça n'a pas l'espace que ça mériterait. Et la scène qui a été vraiment pivot pour moi, c'est quand il raconte que ses collègues femmes lui disent, mais en fait, toi, t'es jamais montré sur une scène, c'est celle-là d'ailleurs, t'es jamais monté sur une chaise de gynécologie parce que t'es un homme, donc tu peux pas savoir ce que nous on vit, et qu'il a été tout seul fermer la porte de la salle de consultation et faire le trajet que fait une patiente en allant jusqu'à s'asseoir dans la chaise, etc., pour comprendre ce qui se vivait pour la patiente. Et je me suis dit, non mais ça, faut le raconter, quoi. Si je le décris, c'est nul. Et donc il a accepté d'être un des personnages centraux du livre. Et en fait, on n'avait pas du tout décidé de faire le cœur des femmes. C'est mon éditeur qui me l'a proposé sans savoir qu'on bossait déjà ensemble sur ça, donc j'ai dit non, parce que j'avais peur de me rajouter 2 ans de chaise obstétricale. Maintenant, je les dessine super bien, mais c'est très chiant à dessiner. Et finalement, voilà, la relecture du roman, parce que je voulais pas faire une adaptation, histoire de faire une adaptation. Il y avait des beaux défis, donc voilà. Donc j'ai dit oui. C'est ça. Parce qu'effectivement, ce que tu dis de la rencontre avec Martin Winkler et tout, elle est racontée en fait dans le. Ouais. Et c'est la deuxième partie en fait, enfin la deuxième partie imbriquée. Ce qui est super intéressant, c'est de voir que ce qu'il raconte dans ce bouquin, dans Il fallait que je vous le dise, c'est en fait c'est la partie de Jean en lui. C'est-à-dire qu'il arrive avec ce truc de se dire non mais ça fait quand même 4 fois qu'elle vient avorter celle-là. Je vais bien lui réexpliquer ce que c'est que la contraception. Et ça part pas d'un mauvais sentiment, ça part du sentiment de ça m'arrangerait moi personnellement qu'elle ne revienne pas, parce que je pense que ça ne l'arrange pas elle de revenir. Mais donc du coup c'est quand même une prise de pouvoir. Et il a cette collègue à lui qui est un peu donc Franz Karma, qui vient lui dire en fait tu te rends pas compte, mais tu les écoutes pas. Et ton job, c'est pas de chercher à régler leur vie quand elles sont plus là. Donc, t'as pas de responsabilité de Dieu divin à régler les problèmes des femmes. Et en fait, tu ne comprends pas ce qu'elles vivent parce que c'est des femmes souvent pauvres. Et il y a cette phrase qui met à peu près pas tout le monde d'accord, où Yvonne lui dit, pour certaines femmes, tomber enceinte, c'est déjà ça. Enfin, être enceinte, c'est déjà ça. Elles se rendent compte après que c'est pas possible, mais elles ont tellement pas d'amour dans leur vie que être enceinte, même 5 semaines, c'est déjà quelque chose. Et du coup, lui, voilà, il va réapprendre ce truc-là. Mais en fait, dans ce roman, Il fallait que je vous le dise, il est très dans l'autocritique. Il montre vraiment ce que lui, il avait complètement inclus comme paternalisme. Tout à fait. Oui, j'ai oublié de le dire en introduction. Si vous avez des remarques, des questions et tout, n'hésitez pas. Hein, on prendra un temps un peu à la fin, mais si vous voulez interagir avant, il faudra juste qu'on trouve un micro pour des questions d'enregistrement. Mais voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous avez la chance d'avoir les autrices là. Donc, hein, si j'oublie de vous reposer la question, prenez la parole. On va parler peut-être un peu du dessin. Alors, entre les deux albums, il y a le dessin change. Entre les deux, j'ai acheté un iPad. C'est ça qui a changé les choses, ouais. Donc, effectivement,
un peu plus rond, un peu plus appuyé. Bah, en fait, moi, je suis pas. Alors, ça fait à chaque fois réagir les gens, mais je brille pas par mon dessin et ça sera jamais par là que je brillerai et c'est ok. Je brille bien plus par l'empathie que je vais mettre dans mes scénarios ou la mise en scène. Donc les choix narratifs, etc. Mais le dessin, c'est pas la partie que je préfère et je ne dessine jamais en dehors de mes BD et c'est pas une passion, quoi. C'est vraiment l'outil pour raconter. Et en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'avant, je bossais sur une tablette graphique. Et en fait, la tablette graphique, vu qu'on a notre main là et l'écran là, on regarde jamais notre main. Donc, on est toujours en train de chercher un trait parfait. Donc, on a fait du CTRL-Z à peu près 450 fois dans la journée. Alors que l'iPad, c'est vraiment comme dessiner sur un carnet. Donc, ça permet un truc que je trouve personnellement plus vibrant et où je m'autorise aussi plus peut-être de maladresse, mais qui est plus l'acte de dessiner, il est plus présent, quoi. Et dans celui-là, dans les deux, c'est pareil. Comme les histoires sont un petit peu potentiellement un peu rudes, pour moi, c'était vraiment important que le dessin soit au plus doux, les couleurs aussi, pour pas qu'on soit dans un truc vraiment plombant, quoi. Ouais. Et donc, Juliette, au niveau du dessin, alors lui, là, chez vous, il y a aussi la question d'urgence, puisqu'en fait, on doit faire vite pour restituer les témoignages qui arrivent, à mon avis, de manière assez massive. Oui, et mon dessin, il a vraiment vieilli, parce que ça fait 2 ans, en fait, qu'il est sorti, enfin 2019, oui, donc 2 ans, qu'il est sorti ce livre. Et en fait, cette histoire-là, c'est une des histoires qui a été le plus difficile à raconter pour moi. C'est une jeune fille, très jeune fille, qui a subi une agression, vraiment tout ce qui peut arriver de pire, et qui du coup je l'ai rencontrée parce que c'était pas possible, elle pouvait pas en fait me l'écrire, il fallait que je la voie, donc je suis allée la voir, ce qui n'était pas une bonne idée parce que je n'ai pas de formation psy, et du coup c'était hyper dur d'avoir cette jeune femme en face de moi, et avec toute la force qu'elle a dégagée, etc. Et en fait, j'ai commencé par dessiner cette histoire et j'arrivais pas à la dessiner. Surtout qu'il fallait aussi que je colle au style de Thomas Mathieu pour qu'il y ait une cohérence graphique. Et du coup, alors juste la page d'avant, ouais, en fait, j'y arrivais pas. Et la manière que j'ai réussi à trouver, c'était de prendre littéralement du recul sur... J'ai dessiné trop grand. Donc ce que j'ai pris, c'est vraiment du recul sur cette histoire-là. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est débloqué. Et cette partie avec les corps qui perd de sa forme, etc., et ben, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver comment j'allais faire pour le reste des histoires. Mais c'est vrai que c'est du critérium, là, c'est du crayon. J'aurais préféré, avec du recul, je me rends compte que j'aurais préféré dessiner avec quelque chose de plus... sombre aussi, c'était trop fin pour mon trait. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Et aujourd'hui, si je devais le refaire, ça serait à la plume et à l'encre. Mais je me rends compte que ça, c'est pour les histoires des autres, mais mes propres histoires, je les fais aussi à la tablette graphique. Et bientôt, l'iPad, j'espère, parce que ça a l'air bien quand même. Donc oui, voilà. On parlera après peut-être quand même de vos prochains projets à venir. Mais... avant ça, effectivement, donc là, dans les deux, on est en partie dans l'univers médical, etc. Donc là, vous êtes documenté pour redessiner les tables, disposition des choses, ou c'était plutôt de... Non, je pense que dessiner une chaise obstétricale à l'intuition, c'est chaud. Non, c'est documenté sur un minimum de trucs, quoi. Un spéculum qui ressemble à un spéculum, des choses comme ça, mais... Même dessiner un vélo, c'est compliqué, alors voilà. Une chose non, moi, je décalque à fond ce genre de trucs. C'est plus simple. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, non? Alors, attendez, je ne retrouve plus ce que j'avais noté à un endroit. Oui, alors, pour revenir au cœur des femmes, ce qui est assez fort, je trouve, dans l'album, alors c'est vrai qu'il y a une pagination assez ample, mais quand même, pour arriver à gérer donc, ce qu'on a évoqué là, et puis il y a une partie qui est beaucoup plus en fait, centrée sur le personnage donc, de Jean, qui a une
une particularité et puis qu'on va découvrir. Alors je sais pas, c'est peut-être pas la peine d'en parler, comme ça ceux qui ne l'auraient pas lu. Je sais pas. Vous voulez qu'on peut spoiler ou pas? On peut spoiler. Bon, on spoil. En fait, on s'aperçoit qu'effectivement sa volonté de faire de la chirurgie gynécologique, elle est liée au fait qu'elle a une particularité physiologique, qu'elle est un peu intersexe aussi. Elle est carrément intersexe. Carrément, ouais. Voilà. Et donc tout ça, ça va interagir aussi. Il y a aussi une question de naissance à un moment, hein, puisque on va voir les deux personnages sont liés sans le savoir, etc. Donc c'est la partie très romanesque. Hein. Est-ce que c'est difficile d'arriver à intégrer les deux dimensions dans un... Bah non, parce qu'il l'a déjà fait lui, en fait. L'intelligence de ce récit, c'est qu'il a pris tout un matériau purement médical, avec vraiment l'envie de montrer les voix de ces différentes femmes, ce qu'il en avait compris, etc. Mais d'en faire un roman, vraiment, et pas une suite de consultations. Et donc, effectivement, il y a tous les ingrédients du roman, avec du rebondissement, du suspense, des grandes émotions, etc. Et l'intersexualité de Jean, moi, ça m'a vachement touchée, cette histoire, parce qu'en fait, on ne parle jamais de l'intersexualité. On parle de plein de trucs de plus en plus, mais l'intersexualité, qui n'est pas un phénomène rare, on n'en parle quasiment pas. Et alors, dans le récit, c'est très pudique. Mais par exemple, moi, le gros défi, ça a été de trouver le corps de Jean, parce que voilà, c'est important qu'elle soit dans de l'androgynie. Et ce qui est marrant, c'est que dans le roman, les 40 premières pages, quand on les lit, on pense que c'est un homme, parce qu'on lit Jean. Et donc on est persuadé que c'est un mec. Et en plus, on se dit, non mais il est horrible, il déteste les femmes, ça peut qu'être un mec. Et du coup, c'est aussi un des trucs intelligents de ce roman, c'est que ça montre une femme complètement sexiste, parce qu'elle a subi du sexisme aussi, et qui va continuer de faire tourner cette roue. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus fin que si ça avait été un médecin homme qui était maltraitant avec les femmes. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, avec vos deux albums, il y en a d'autres, c'est finalement de voir la pluralité de styles pour aborder des thèmes qui sont parfois un peu similaires, hein, de l'aborder avec des styles très différents. Une génération aussi d'autrices qui se développe. Ça, est-ce que vous pensez que c'est lié à un mouvement général, un peu de la société, ou est-ce que c'est une émergence comme ça qui vient peut-être des écoles d'art, ou je sais pas Pour moi, c'est Internet en fait. Et le fait d'avoir eu accès à Internet et donc des témoignages d'autres femmes et des vécus et de lire en fait des textes et d'écouter des femmes parler de leurs expériences. C'est pas quelque chose que j'avais accès quand j'étais très jeune ado. Et c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais plutôt jeune femme. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, ça me vient de là. Et une fois qu'on a réalisé ça, c'est plus possible de continuer de faire des histoires ou des projets qui ne sont pas imprégnés de ça. Enfin, j'ai relu un scénario que j'avais écrit quand j'avais 18 ans. Enfin, bon, après, je l'ai cherché, celui-là, mais parce que 18 ans, c'est pas... Voilà. Enfin, en tout cas, ce que j'écrivais à 18 ans, c'était pas super. Mais en fait, c'est là où voilà, si je veux le reprendre, par exemple, il va falloir que je réécrive absolument tous les personnages féminins, parce qu'ils sont les uns contre les autres et qui cherchent juste l'attention d'un... Bon, c'est quoi ça? Ça va pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pour ça. C'est comme ça. Oui, puis j'ai fait une rencontre avec Martin Winkler il y a 2-3 semaines et je lui parlais de mes difficultés, moi, actuellement, à écrire mon bouquin d'après, qui est autobiographique, mais sur le thème de la sexualité. Et en fait, c'est difficile d'aborder des sujets quand on est la tête dans le guidon sociétalement tous ensemble sur ce même sujet. Parce que moi, mes opinions, elles changent tous les 2 mois. Donc, si je reprends mon scénar d'il y a 1 an, je me dis non, mais en fait, ça va plus. Donc, je peux pas m'arrêter. Alors, sur l'avortement, c'était pas compliqué. C'est sur 1 an, c'est autobio. Bon, voilà, l'avortement, je vais pas changer d'opinion sur l'avortement. Mais par contre, sur
la responsabilité par rapport à un viol, nanana, comment est-ce qu'on raconte, c'est quoi les choix qu'on fait, etc. Comme il y a tout un mouvement énorme, il y a une vague de prise de parole et d'autorisation, et à mon avis, en fait, c'est un truc qui s'auto-alimente. Il y a eu MeToo, ça a été le cataclysme positif, et ça crée un terreau qui est fertile pour prendre la parole, et plus il y a des prises de parole, plus il y a des prises de parole, parce que plus il y en a qui disent bah, moi aussi j'ai un truc à dire, et en fait là je me sens l'autorisation de le faire, mais par contre c'est difficile à un moment de mettre un curseur pause en disant ok, mais moi maintenant je me dis presque qu'il faut que je me retire du monde d'internet pendant 6 mois pour me dire ok, mon propos c'est ça, ok, au moment de la sortie mon propos aura changé, mais il faut juste que je m'arrête à un moment. Et en fait, comme on vit une époque là où ça part dans absolument tous les sens et c'est super positif, bah oui, il y en a de partout. Moi, je bosse avec des étudiantes en école de BD. Elles veulent toutes parler du féminisme. Toutes. Il n'y a que ça. Et c'est super, hein. Donc voilà. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Bah, écoutez. Alors justement, vous avez commencé à évoquer un peu vos projets. Donc, quels sont vos projets? Donc, moi, c'est ça, ouais. Mais c'est... Ouais, c'est tentaculaire. Je sais pas si je vais m'en sortir. Enfin, je vais m'en sortir parce que le contrat est signé. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment hyper complexe comment dire. Parce que quand on raconte une histoire, on peut décider de faire de l'explication et de l'analyse sur ce qui s'est passé, ou bien on peut juste raconter ce qui s'est passé. Et c'est ce que toi, il y a dans ton bouquin aussi. Il n'y a pas une analyse de ok, ce qui est en train de se passer là, c'est ça. Ou bien moi, mon livre sur l'avortement, je suis pas en train d'analyser ce qui m'arrive. Je raconte ce qui m'arrive, c'est tout. Sauf que moi, maintenant, 34 ans, si je raconte ce qui m'est arrivé à 14 ans, bah, j'ai une tentation de mettre une couche de ok, ça va pas parce que ça. Mais en même temps, à 14 ans, j'avais absolument pas les moyens de me le dire. Donc je suis vraiment dans une espèce d'imbroglio de narratrice et de scénariste énorme parce que je sais pas à quel point je dois donner des clés de lecture à la lectrice, ou est-ce que je la laisse avec ça et débrouille-toi et t'en penseras ce que tu veux. Donc voilà, donc je travaille là-dessus. C'est compliqué. Vous êtes à ce stade-là pour l'instant? Non, bah en fait le scénar est écrit, mais j'arrête pas de le réécrire, donc c'est compliqué. Et là, je fais quand même des pages parce qu'à un moment, il faut avancer. donc voilà. Alors j'ai cru comprendre aussi que vous aviez un projet avec Jean-Louis Tripp. Oui, alors ça, on est co-scénariste, mais on ne dessine pas, parce que ça va être super. Oui, en fait, c'est gay parce que c'est une histoire qui est purement joyeuse. Ouais. Et après, l'avortement, le cœur des femmes, mon truc sur le viol, là, avoir un truc qui est juste, c'est vraiment chouette. Donc, c'est vraiment dans le même état d'esprit que Magasin Général, ce qu'il a fait avec Régis Loisel. Donc, mais là, ça se passe dans 2 petits villages collés l'un contre l'autre dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est en fait comment mai 68 est arrivé, mais en milieu hyper rural. Et comment est-ce que ça a influé donc c'est vraiment une galerie de personnages énorme, hyper ancrée dans cette époque, que j'avais du coup pas envie de dessiner parce qu'il y a des espèces de recherches documentaires monumentales à faire. Donc voilà, mais ça va être très bien. Et c'est prévu pour sortir quand? On a un dessinateur que personnellement j'appelle The Machine, tellement il est rapide. donc je pense que 2022. Orne, ouais, qui est super. Et c'est chez Dupuis. C'est chez Dupuis, tout à fait. Et vous savez déjà le titre de la série? Non, je m'attendais à cette question, non. Donc si vous voyez un magasin général qui se passe dans le sud-ouest... C'est ça s'appellera Magasin Général dans le sud-ouest en 1967. Voilà. Oui, Magasin Général, pour que tout le monde repère, hein, c'est la série en 9 volumes faite avec Régis Loisel qui se passe dans un petit village au Québec dans les années 30. 20. Voilà. Et qui est effectivement une superbe série, et je ne doute pas que celle-là sera la même chose. Et donc Juliette... Et moi j'ai eu un gros blocage de 1 an après avoir dessiné les crocodiles. Et j'ai repris mon enthousiasme en étant contactée par une scénariste de bande dessinée. Et en fait elle m'a proposé un scénario et on est en train de travailler dessus toutes les deux, sur les muses et leurs artistes, et pourquoi les muses... était extrêmement jeune et pourquoi est-ce qu'elle meurt très, très, très jeune aussi, et tout ça. Et donc, c'est mis une réflexion sur toutes ces questions-là, et aussi beaucoup d'histoires autour, parce que ma scénariste était muse elle-même quand elle était plus jeune. Donc, du coup, elle a pas mal de choses à dire sur le sujet. Et je fais un ego trip aussi sur personnellement... Enfin,
un tout autre projet en fait sur les rencontres Tinder. Il faut que tu t'entraînes à le dire. Hein. Tu t'entraînes à le dire avec aplomb. Oui, oui. Et du coup, c'est une BD sur mon pourquoi. Comment comment et aussi comment est-ce que moi, jeune femme trentenaire, je me retrouve volontairement dans ce genre de voilà et c'est sur Instagram si vous voulez le lire et je suis en train de réfléchir à en faire un vrai projet, voilà. Et donc les crocodiles, vous avez arrêté les crocodiles? En fait, ce projet, il est trop pour une seule femme et il faut plus de... S'il y a un tome 3, je vais essayer de demander à énormément d'autrices, en fait, de faire à la limite, il faudrait un collectif, mais c'est trop, en fait. Ça va pas. Ça va pas... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était trop. Et aussi, la question, elle est aussi que j'ai travaillé avec un homme dessinateur et que c'était son projet et que du coup, à la sortie de ce livre, je me suis fait complètement éclipser en fait du projet. Il y a un journaliste, malheureusement, qui a commis l'erreur de dire que j'étais la scénariste et et du coup, ça y est, c'était ça quoi. Et du coup, j'ai été la scénariste du projet Crocodile et ensuite j'ai perdu des lettres à mon prénom et ensuite j'ai perdu mon genre. On a dit que j'étais un homme. Enfin, ça va pas en fait. Et du coup, ce projet-là, s'il veut continuer d'exister, pour moi, il faudrait plusieurs femmes avec des vécus différents, parce que moi, je suis blanche et que je suis aussi... Enfin, voilà, donc ça va... Enfin, il faut plus de femmes pour le projet Crocodile et faire un collectif de femmes. Et c'est ça, si on veut un tome 3 pour moi. Ouais. Alors, ça me fait penser, effectivement... prolongement de ce que tu dis, il y a une planche où, quand on la lit, on est assez surpris, où le personnage, c'est toi en fait, qui te sens obligé d'expliquer que tu n'es pas la copine de Mathieu, et c'est pas de Thomas Mathieu, c'est pas pour ça que tu es en train d'écrire dans le livre. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qu'on m'a énormément demandé, c'est si j'avais couché avec le co-auteur. Donc voilà, non mais en fait... c'est un peu voilà donc je me suis c'était le moment où c'était un peu trop et j'ai fait arrêter. Mais ceci c'est vrai que ça paraît anecdotique, mais c'est vrai que ça reflète finalement quelque part une bonne partie du propos du livre en fait, cette espèce d'éclipse de la femme. Est-ce qu'il y a des interventions, des réactions, des remarques? Non? Bon, écoutez, je vous conseille vivement de lire ces 3 ouvrages. Alors, malgré les petites critiques que tu portes sur le dessin et autres, moi, c'est vraiment... sans doute peut-être parce que je suis un homme, mais c'est vrai qu'il y a des choses hallucinantes là-dedans, que je n'imaginais pas. Donc voilà, effectivement, il y a une vraie prise de conscience. C'est vrai que les 2 livres d'Aude, on est plus dans le récit, le témoignage, le récit personnel, mais il y a aussi des choses très très fortes qui transparaissent. Donc bravo pour ces albums. Et puis donc, on vous retrouve effectivement dans l'Expo Libre, qui est une autre manière aussi d'évoquer la condition féminine sous différents aspects, à la fois très, très concrets, graphiques aussi. Voilà. Écoutez, merci de votre écoute. Merci surtout aux autrices.